Napoléon Bonaparte, mesdames et messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission dénommée Perfect Entrepreneuriat. Nous recevons pour vous un mandataire public nommé par le président de la République. Il s'appelle Joseph Mukendi Mboui. Il est en son actif directeur général de Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes et de l'entrepreneuriat. Avec lui, nous allons parler de comment promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes en RDC. À qui j'ai dit bienvenue et bonsoir déjà. Bonsoir, monsieur Armand. Vous allez très bien. Oui, ça va, Dieu fait grâce. Directeur général de Fonds spécial pour la promotion de l'emploi des jeunes. Une grande charge, une grande responsabilité. Est-ce un stress? Les jeunes, c'est des personnes difficiles à gérer. Est-ce un stress pour vous? Bon, les jeunes, c'est des personnes difficiles à gérer. Je ne pense pas que ce soit un stress. Je suis conscient de la responsabilité qui m'incombe au vu de tâches et des missions qui sont assignées à l'entreprise que nous appelons le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. Et je pense que c'est possible et c'est possible que nous puissions relever les défis. Ce n'est pas un stress et il est possible que nous puissions répondre à l'appel. J'aime votre mindset, ça c'est extraordinaire. Mais les personnes qui nous suivent maintenant, ils se posent la question, le FS Page, c'est quoi? Parce que actuellement, sous le président Félix-Antoine Tshisekedi, il y a beaucoup de structures créées, le FOGEC, beaucoup, le PADAMPEME, tout ce qui va avec. Il y a plusieurs fonds. En résumé, vous pouvez nous dire c'est quoi le FS Page et sa mission pour les jeunes Congolais? Oui, le FS Page, c'est une abréviation de ce que nous appelons le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. Le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes est un établissement public à caractère social et culturel. Il a 3 axes d'intervention. Il a la promotion de jeunes, la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes, mais aussi la promotion de l'emploi de jeunes. Il est appelé normalement à accompagner des projets de création d'entreprise, les actions de formation, d'information, de communication, de tout ce qui concourt à l'insertion des jeunes, mais aussi de voir comment accompagner les programmes d'insertion et de vulgarisation de tout ce qui concourt à l'insertion des jeunes. En gros, c'est un peu ça, la distinction qui existe entre notre établissement public et tous les autres établissements publics. J'aime marteler le fait que c'est le premier établissement public qui est essentiellement dédié à la promotion de jeunes. C'est-à-dire, notre axe d'intervention se limite autour de jeunes qui ont entre 18 et 35 ans. C'est un peu ça, le Fonds spécial. Vous avez anticipé à la question que je voulais poser tantôt. Qui est jeune? Oui, qui est jeune? Nous allons aller, comme nous sommes membres de l'Union africaine, nous allons emprunter la définition qu'utilise l'Union africaine. La Charte africaine définit une personne ayant entre 18 et 35 ans comme étant jeune. Et nous allons emprunter ce terme-là pour pouvoir l'exploiter. Donc celui qui est jeune, c'est celui qui a entre 18 et 35 ans. Oui. Et ceux qui bénéficient de vos accompagnements, financements, formations, c'est cette tranche d'âge-là. Oui, c'est toute personne qui navigue entre cette tranche d'âge-là. J'ai vu plusieurs personnalités, plusieurs autorités, plusieurs personnes avoir une confusion entre ce qu'on appelle jeune entrepreneur et jeune entreprise. Un jeune entrepreneur, c'est un entrepreneur qui a cette tranche d'âge-là, qui est entre cette tranche d'âge-là. Et une jeune entreprise, c'est une entreprise qui vient de naître. Alors, il ne faudrait pas que certaines personnes prêtent confusion au travers de leur mission, au travers de ce qu'ils doivent faire, au travers de la compréhension des choses, en se disant que un jeune entrepreneur, c'est une jeune entreprise. Il n'y a pas de lien en fait dans la définition des choses. Une jeune entreprise, c'est une entreprise qui a un certain âge. Et cet âge-là, c'est-à-dire, c'est une entreprise qui vient de naître. Et un jeune entrepreneur, c'est un entrepreneur qui a entre 18 et 35 ans. C'est ça la distinction. Magnifique. Très bien. Alors, vous êtes, je rappelle bien, le directeur général de Fonds pour la promotion, Fonds spécial pour la promotion des jeunes entrepreneurs et emploi, tout ce qui va avec. La RDC est un pays constitué de beaucoup de jeunes. Et ces jeunes sont pour la plupart des chômeurs. Alors, selon vous,
comment booster l'entrepreneuriat de jeunes en RDC, selon vous? Comment booster l'entrepreneuriat de jeunes en RDC? Il y a quelque chose, c'est pourquoi j'apprécie la venue du chef de l'État. J'apprécie la venue du chef de l'État parce qu'il est venu, il a révolutionné un peu cette pensée qu'on appelle l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un... La venue du chef de l'État a révolutionné ça. Oui, la venue du chef de l'État. Oui, la venue du président Félix-Antoine Tshisekedi. Il a révolutionné un peu ce que... Ça, c'est parce que vous êtes mandataire que vous réfléchissez comme ça ou parce que vous êtes d'abord congolais? Monsieur Arnaud Tchouani, vous êtes journaliste, et je vous connais un peu pointu dans les recherches. Vous pouvez reculer un peu, 10 ans en arrière, même 5 ans en arrière, essayer d'analyser la situation politique, économique et sociale, spécialement au niveau de jeunes. Vous allez constater que le vent ou cet engagement que le jeune a aujourd'hui diffère de ce qui s'est passé il y a 10 ans passés. Il y a eu un homme, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est venu et qui a révolutionné. En fait, il a dit qu'il voudrait arrêter les temps. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'il y ait que des mouvements politiques, des mouvements qui réunissent les gens pour les marchandages, des opinions politiques, mais il faudrait qu'il y ait des mouvements de jeunes qui migrent vers l'entrepreneuriat. Et ces mots ne sont pas restés vains. Arrivé, comme je l'ai toujours dit, le président a pris ses fonctions en 2019. Et pour révolutionner l'entrepreneuriat, je le répète toujours, il a commencé d'abord par réformer les choses. Il a réformé l'ANADEC. Il a réformé, il a trouvé une loi qui existait, un décret qui existait de l'ARSP. Il a dû révisiter le décret. Il a trouvé ce qu'on appelle l'économie, l'entrepreneuriat un peu par terre, parce qu'il y avait des problèmes de garantie. Il a mis en place le FOGEC. Il vient, il s'est dit, il faudrait voir comment est-ce que les produits nationaux, les productions locales peuvent être exportées. Il crée l'ANAPEX. Vous voyez, il vient, il constate encore qu'il faudrait promouvoir la classe moyenne. Il met en place la POSEM. Et il s'est dit qu'il faudrait prendre en charge la jeunesse. Et pour la jeunesse, il met en place les fonds spéciaux pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. En fait, c'est un ensemble de politiques. Vous savez, quand on veut construire une nation, ou bien quand on veut mettre sur pied une certaine politique, ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez voir les retombées. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ce n'est que des douleurs d'enfantement. Vous savez, ça fait 9 mois qu'une femme souffre des douleurs d'enfantement et lorsque le bébé vient, tout le monde est réjoui. Et je pense que les instants que nous sommes en train de vivre, ce sont les instants de douleur d'enfantement. Et vous pouvez voir, j'ai fait en l'espace de 2 mois de tours dans les universités, de sollicitations où les jeunes ont soif de connaître l'entrepreneuriat. Les jeunes ont soif de comprendre comment est-ce que je peux faire pour que je puisse me prendre en charge. Ça, il n'y en avait pas. Et il faudrait l'admettre. Avec la venue du chef de l'État, il a révolutionné, il a mis en place des programmes qu'on appelle PADEMPM qui s'occupent de ces jeunes-là. Nous avons vu près de 900 jeunes, ça n'a jamais existé en RDC. Près de 900 jeunes ont bénéficié de subventions. Ils existent et certains sont déjà des millionnaires. Avec oui, certains sont déjà des millionnaires. Je peux parler, il y a une entreprise de saucissons alimentés. Moi-même, j'ai visité. Ils ont bénéficié de 103 000 $ du programme PADEMPM. Aujourd'hui, ils comptent des millions. Il y a un autre encore qui fabriquait des glaces au niveau de la Fikine. J'ai visité moi-même, je palpais ça de doigts. Et ce sont des millionnaires aujourd'hui. Quoi de plus normal que de féliciter cette initiative-là? Le chef de l'État a fait sa part et je pense que maintenant, il faudrait que les différents acteurs de l'écosystème puissent aussi faire la part de choses tout en quittant un peu la politisation de leur façon de faire, de manière à ce que les entrepreneurs puissent être suivis et véritablement suivis. Les entrepreneurs doivent être suivis et véritablement suivis. Très bien. Mais en parlant du chef de l'État, je rappelle ici que le 30 octobre, il y avait un meet-up organisé par la présidence de la République et le FSP était invité, représenté par son DG, dont vous êtes. Et le chef de l'État avait tantôt dit qu'il va gonfler les financements
FSPEJ pour vous aider justement à matérialiser sa vision de faire des Congolais des millionnaires. Est-ce que le chef de l'État, parce que la parole du chef est sacrée, est-ce qu'aujourd'hui le chef de l'État a tenu parole sur sa promesse de financer encore le FSPEJ? Aviez-vous reçu des financements? Oui ou non? Depuis le 30 octobre, je rappelle, 2023. Oui, j'en viens. Je vais répondre à votre réponse. Mais j'aimerais marteler sur un fait. Nous avons échangé avec le chef de l'État le 30 octobre à la cité de l'OIA. Il est vrai qu'il avait promis ça. Mais il ne faudrait pas oublier que après le 30 octobre, c'était novembre. Novembre, c'était la période où la campagne électorale devrait commencer. Il était bien sûr chef de l'État, mais il était aussi candidat. Les difficultés que nous rencontrons souvent avec la constitution de notre pays fait en sorte qu'après les élections, ce n'est pas du tout facile de pouvoir démarrer dans la gestion de l'État. Et après les élections, vous le savez, le chef de l'État a remporté les élections. Il faudrait un gouvernement, il faudrait mettre en place un gouvernement. Il faudrait une assemblée nationale pour présenter le gouvernement. Il faudrait qu'un Sénat soit en place. Et je comprends, le chef de l'État a souvent tenu sa parole et je crois, pour l'instant, ce n'est pas encore réalisé. Et je crois qu'avec la venue du nouveau gouvernement, comme le dossier s'est trouvé au niveau du gouvernement, il pourra suivre et faire respecter sa parole parce que c'est un homme de parole. C'est un homme de parole. On retient que vous n'avez pas encore reçu ces financements pour des petits couacs qui existent. C'est ce qu'on peut retenir, c'est ça? C'est ça. Oui, en parlant toujours du chef de l'État, justement, et vous avez presté ces 30 octobre, vous avez plaidé pour les jeunes entrepreneurs congolais. Et il y a eu des états généraux organisés par le ministre Birianzi, que vous connaissez très bien. Je rappelle que vous êtes sous tutelle du ministre de la Jeunesse. L'actuel, c'est M. Yves Moukoulou. Mais, à notre grande surprise, nous avons vu que le FOGEC a signé pour un financement de jeunes entrepreneurs avec le FPI. Pendant que les jeunes entrepreneurs attendaient ces passations de marché pour le FSPEJ. Est-ce l'amalgame au niveau de l'administration de l'État congolais ou la mauvaise foi? Puisqu'on sait que ceux qui s'occupent de la jeunesse, c'est le FSPEJ. Mais après, vous avez même plaidé pour ça, mais on a trouvé que le FPI a signé pas avec vous, avec le FOGEC. Qu'est-ce qui s'est caché derrière? Bon, je n'aimerais pas commenter... Sans polémique. Oui, je n'aimerais pas commenter autour des actions du gouvernement telles que vous avez constaté, de la même manière aussi que j'ai constaté. Et je pense que j'ai toujours dit, je suis maître de mes actions, mais pas maître des actions des autres. Je pense que ce qu'ils ont fait n'empêche pas que nous puissions exister. Je pense que c'est ce que je peux dire. Ce qu'ils ont fait n'empêche pas que nous puissions exister. Nous allons travailler, nous allons continuer à voir avec les différentes opportunités qui se présentent au niveau du gouvernement pour que d'abord la situation du fonds spécial puisse être débloquée. Mais je pense que c'est que le FPI fait avec le FOGEC n'empêche pas que nous puissions exister. Je pense que c'est ce que je peux dire. C'est bien comme réponse, mais je poursuis toujours. Je rappelle encore ici que le 30 mars 2023, vous avez lancé le projet Soukanaboul avec le gouverneur malheureux Déo Kasson, justement. Où en sommes-nous avec ce projet Soukanaboul où vous avez promis des financements et des accompagnements aux jeunes entrepreneurs? Où en sommes-nous? Oui, le projet Soukanaboul est un projet que nous réalisions avec Divo International. Et à cette étape, nous sommes à l'avant-dernière étape. À ce jour, nous avons les 37 finalistes. Et au niveau de 37 finalistes, nous devons dénicher 21. Parce qu'il faut le dire, nous devions avoir 52 finalistes. Mais il s'est fait que 5 provinces n'avaient pas postulé. Peut-être à cause des problèmes d'Internet et tout, parce que le système était trop digital. Nous avons eu, parce qu'il fallait retenir 2 par province. 2 par province, ça allait faire 52 finalistes. Et comme 5 provinces n'avaient pas eu à postuler, ça fait que 10 candidats directement sont de moins. 5 provinces fois 2, ça fait 10. 10 moins 52, ça fait 42. Et d'autres
d'autres provinces, il n'y avait qu'une seule personne qui avait très bien présenté le projet. Et ça fait que nous avons eu 32 provinces, 16 provinces qui ont eu 2 gagnants par province et 5 autres provinces n'ont eu que un gagnant par province. C'est ce qui fait 37. Aujourd'hui, nous avons dans la base de données 37 finalistes et le projet est en train de se poursuivre et les 21 gagnants seront connus. Vous ne communiquez pas? Non. C'est tout ça? Non, non. La page, il existe une page pour ça. C'est lui qui veut avoir l'information. Il faut aller n'a qu'à aller sur la page. Soukanaboul. Oui. C'est ça, pas Oui. sur FSPage. Non, c'est Soukanaboul parce que c'est un projet que nous réalisons avec. Ce n'est pas un projet du FSPage. C'est un projet que nous réalisons avec. On sent que la jeunesse, c'est vraiment votre passion et ça coule en vous. Vous voulez promouvoir la jeunesse, ça c'est très bien. Et autre chose, cette année, vous partez des universités en université. C'est une belle année pour FSPage parce que vous travaillez dur. Félicitations à vous. Merci. Vous êtes parti récemment même à Brazzaville, justement, avec certains entrepreneurs. On a vu ça de loin, malgré qu'on n'était pas invité. Mais c'était une très très bonne chose. Pourquoi vous choisissez seulement les universités pour identifier les entrepreneurs? Est-ce qu'à Tchangou là-bas, il n'y a pas de jeunes entrepreneurs? Est-ce qu'à Mongafula, il n'y a pas de jeunes entrepreneurs? Est-ce qu'à Goma, est-ce qu'à Matadi? Pourquoi c'est seulement UPC? C'est unique. Pourquoi seulement les universités? Monsieur Arnold, lorsque vous voulez faire quelque chose, ou bien vous voulez apporter une solution à une chose, et que les attentes sont gigantesques, il faut définir une phase pilote. Il faut définir par où vous commencez. Parce que vous ne sauriez pas donner la solution directement à tout le monde. Et pour ce faire, vous devez savoir par où vous devez commencer. Et pour notre part, nous avons dit que nous avons beaucoup été sollicités au niveau des universités. Et ce sont ces universités-là qui nous ont sollicités. Et nous sommes allés à leur rencontre. La semaine prochaine ou bien dans un mois, nous serons vers le Bas-Congo. Ils ont sollicité l'Université Congo. Seulement les universités. Ils ont sollicité. Ils ont sollicité et nous sommes allés là-bas. C'est ce que je suis en train de vous dire. Okay. Lorsque vous travaillez, vous devez définir un plan. Aujourd'hui, vous êtes avec les universités. 3 mois après, vous serez avec une autre catégorie. Et 6 mois après, vous serez avec les autres. Vous n'allez pas embrasser le tout au même moment. Vous voyez? C'est pourquoi le choix des universités d'abord? Pourquoi les choix des universités? Lorsque les universités vous sollicitent, ceux qui sont prêts déjà à acquérir les notions. Vous comprenez? Lorsque la demande, en fait, vous répondez à une demande, à un besoin. Le besoin peut être de Mokali, le besoin peut être de je ne sais où. Mais pour l'instant, le premier besoin a été présenté par les étudiants. Et je vais vous dire que la plupart d'organisations où je fais, je ne débourse pas. Ce sont les étudiants qui s'organisent et qui viennent en compte pour voir. Parle-nous. Dis-nous ce que vous pensez de telles choses. Dis-nous ce que... Comment je vais refuser? Je ne peux pas refuser. Je vais répondre à l'appel des gens qui ont besoin d'une certaine réponse. Et c'est pourquoi je suis là. Vous comprenez? Et j'aurai le temps d'aller de tel coin vers tel coin. Mais pour l'instant, ce sont les universités. Je vais vers les universités. Pourquoi aussi vers les universités? Mais c'est Arnold. On a longtemps vendu une mèche ici qui n'est pas vraie. Je suis souvent contre ça et je le répète souvent. On a raconté partout que pour développer l'entrepreneuriat, il faudrait les financements. Je m'y oppose. Wow. Je m'y oppose et je l'ai dit. Le développement de l'entrepreneuriat dans notre pays ne repose pas que sur le financement. Le développement de l'entrepreneuriat dans notre pays repose d'abord sur le mindset, sur la mentalité de l'entrepreneur. Wow. Il faut d'abord être accepté, avoir le moral d'un entrepreneur. Magnifique. Quand vous avez le moral d'un Il faut entrepreneur, reprendre d'abord cette phrase. Le développement de l'entrepreneuriat commence d'abord par le mindset. le mindset. Oui. Donc le développement... Avec de mots simples, expliquez Oui, le mindset pour nos téléspectateurs. le développement de l'entrepreneuriat
commence d'abord par votre façon de penser, par votre style de pensée. Lorsque nous aurons guéri le style de pensée congolais dans le secteur de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y aura décollage. Si nous ne résolvons pas ce problème-là, le chef de l'État aura à sortir de l'argent pour le financement. Les structures que vous voyez auront à financer. Il n'y aura jamais de solution. Je l'ai dit parce que je ne suis pas tombé comme un cheveu dans la soupe à la tête du fonds spécial. Je suis entrepreneur, je suis manager. Oui, bon, coach, c'est les gens qui m'appellent. Les gens qui m'appellent coach. Je suis entrepreneur, je connais le monde, je connais les difficultés et ce qui se passe souvent. Alors, lorsque nous aurons compris qu'il faudrait changer le moral, il faudrait prêcher entrepreneuriat. Lorsqu'on prêche entrepreneuriat, quelqu'un, même s'il a 100 $, demain vous le verrez augmenter en termes de capital. Vous m'avez provoqué. Il faut que je vous pose cette question. Ça, vous m'avez provoqué sur le mindset. Oui. DG, Joseph Mbouy, pensez-vous que le développement de l'entrepreneuriat, ce qui bloque ce développement, c'est le mindset, c'est-à-dire la mentalité de jeunes, de la population, ou la mentalité des décideurs, c'est-à-dire des ministres, des mandataires? Entre les deux, qui bloque? Dans mon côté pensif, parce que j'ai souvent... Parle comme coach, oui. Pas comme mandataire public. Non, oui. Qui bloque? Effectivement, c'est pourquoi je vous dis dans mon côté pensif. Quand je vous dis dans mon côté pensif, c'est-à-dire, il y a des instants, j'ai toujours l'habitude de dire aux jeunes, oui, je suis jeune, oui, je suis mandataire, oui, je suis... Mais j'ai toutes ces casquettes-là. Je les accepte. Mais là, j'aime vous parler par moment comme mandataire, mais j'aime vous parler par moment comme quelqu'un qui apporte des solutions, comme un expert. Écoutez, je ne comprends pas pourquoi on dissocie souvent les décideurs de la population. Regardez, le vrai problème de notre pays, c'est dans la mentalité de la population. Dites-moi, les décideurs, ils sortent d'où? N'est-ce pas de la population? Ces élus-là, ils viennent d'où? N'est-ce pas de la population? Les décideurs, les personnes dont on appelle décideurs, ils sortent d'où? N'est-ce pas de la population? Si la population n'est pas bien éduquée par rapport à un certain domaine, mais c'est de là que les décideurs sortent. Vous pensez qu'ils vont se distinguer? Non. Lorsqu'on éduque la population, c'est de là que les décideurs sortiront. Donc, le problème, il est global. Les décideurs, ils viennent de cette population-là. Si, je donne un exemple, si nous avons une population qui est immorale, une population qui ne respecte rien, une population qui... Mais si les décideurs, les gens qu'on appelle décideurs sortent de cette population, même en étant DG, ministre, quoi, il va toujours finir par ressortir l'état qu'on retrouve. Vous comprenez? C'est au niveau de l'éducation. C'est au niveau de l'éducation, c'est au niveau de la morale. Le travail que nous avons, le travail que tous nous avons, le travail que le président de la République a, c'est la population. Nous devons changer notre perception de choses. Lorsque nous changeons notre perception de choses au niveau, parce que je parle ici de l'entrepreneuriat, vous verrez qu'il y aura décollage. Non, mais c'est magnifique ce que vous dites, mais est-ce que ça vous choque parfois, vous êtes à la maison, vous trouvez qu'un ministre, par exemple, je cite son nom, je ne vais pas vous mettre en conflit, ça c'est ma réflexion, moi, Nicolas Kazadi, en termes de passation de marché public, je pose cette question parce que c'est vous qui avez relevé le jour du meet-up avec le chef de l'État. Vous avez dit au chef de l'État, quand vous avez voyagé, je n'oublierai pas, là vous étiez parti dans une conférence, les gens vivaient, ils consommaient made in Burkina Faso, si c'était au Burkina Faso, les jus, les thés, les chaises, c'était fabriqués par les entrepreneurs locaux. Bizarrement, nous on était avec le chef de l'État, mais on prenait du coca, on prenait du Fanta, c'était pas du Made in Congo. Vous avez refusé ça. Et vous avez parlé en termes de climat des affaires, passation de marché public. Quand un ministre Nicolas Kazadi commande par exemple les forages, les lampadaires à l'étranger à hauteur de un seul forage à hauteur de 258 000 $, ce qui peut contribuer justement à booster un entrepreneur ici. Quand vous entendez ce genre de choses, ça vous choque, ça vous fait comment? Est-ce qu'on a des dirigeants médiocres qui sont réellement sortis de la population? Comment vous réfléchissez en face de ça? Est-ce que la passation de marché public, c'est une conception pour les décideurs? Les décideurs doivent comprendre ça aussi, que pour booster l'entrepreneuriat, il faut passer par la passation de marché public pour ces jeunes entrepreneurs. Bon, je vais
parler ici en technicien. Il y a un problème. Le ministre Nicolas Kazadi n'a pas commandé. Ce n'est pas lui qui commande. Vous comprenez? Le packing list, le facture et tout, ce n'est pas le ministre des Finances qui commande. Le ministre des Finances est le trésorier de la République. Je vous parle par rapport aux normes. Il y a une entreprise, un service qui avait un besoin. Et c'est le service qui sollicite le besoin. C'est le service qui exige la facture. C'est le service qui exige le packing list. C'est le service. Et le ministère des Finances n'intervient qu'au niveau de paiement. Qu'est-ce qui se passe? Un dossier qui a été validé au niveau de la Direction générale du marché public, la DGCMP. Vous comprenez? Un dossier qui a été autorisé par l'ARMP, l'autorité de régulation du marché public. Vous comprenez? Un dossier qui a suivi son cours normal. Comment est-ce que le ministre des Finances le bloquerait? Le ministre des Finances ne peut pas bloquer quelque chose qui a reçu l'agrégation, l'avis de non-objection. Vous comprenez? De toutes ces factures. S'il faudrait condamner quelqu'un, il faut condamner la DGCMP. S'il faudrait condamner quelqu'un, il faut condamner l'autorité de régulation des marchés publics. En fait, lorsqu'on veut parler d'un domaine, d'un certain domaine, il ne faudrait pas qu'on suive la clameur. Vous comprenez? Il faudrait qu'on rentre dans la matière. Je vous informe qu'un service, si mon service a besoin de véhicules, je veux faire quoi ça? Je vais lancer l'appel d'offres. Je lance l'appel d'offres, les gens vont soumissionner et je les fais. Je vois comment faire. Et tout se passe avec la DGCMP. En impliquant aussi la RMP, l'autorité de régulation des marchés publics. On les fait. Là, il n'y a pas le ministre des Finances. Il n'y a pas le ministère des Finances. Vous comprenez? Il n'y a pas le ministère des Finances. Et on le fait comme ça. Lorsqu'on a ce dont on a besoin, on passe par le ministère du budget. Vous comprenez? Pour que la quantité que le ministère du budget doit débourser et tout. Donc, c'est un peu ça. Le décaissement, c'est bon. Oui. Et le ministère des Finances, c'est au niveau de décaissement. Vous comprenez? Normalement, on ne peut pas taper sur le ministre des Finances sur ça. Vous comprenez? Normalement, je m'étonne comment on ne tape pas sur la DGCMP. Qui analyse les prix? Est-ce que c'est le ministère des Finances? Non, il faudrait comprendre le rôle de chaque département. Fixez-nous, allez-y, on n'avait pas ces éléments. Qui analyse les prix? Ce n'est pas le ministère des Finances. C'est la DGCMP. Il y a l'autorité de régulation des marchés publics qui existe. Exactement. La direction de passation de marché. Oui, c'est eux. Eux qui analysent. Et le ministère des Finances ne se trouve qu'au niveau de paiement, du décaissement. Vous comprenez? C'est un peu ça. Bon, par moment, on garde silence. On regarde quelque chose qui attire déjà beaucoup de polémiques. Je parle comme technicien parce qu'en tant que conseiller financier dans un des cabinets du ministre, j'ai eu à faire ça. Donc, dès lors que c'est passé par la direction de passation de marché public, l'autorité régulateur, les ministres ne fait que son travail de décaisser. Oui, il y a tous les avis de non-objection. Vous, le ministre des Finances, c'est quoi que vous allez dire? Peut-être il se poserait un problème maintenant au niveau de l'utilité de la procédure d'urgence ou pas. Là, oui. Là, c'est le ministre qui juge l'utilité, la priorité des dépenses. C'est le ministre des Finances. Là, c'est sa responsabilité. Mais sur les coûts, sur les histoires, ce n'est pas le ministre des Finances. Mais on lui charge à tort alors dans ces cas. Oui, on lui charge à tort. Si vous avez suivi, j'ai suivi les dossiers des lampadaires. Si vous suivez la réaction de l'investisseur sur les dossiers des lampadaires, vous aurez compris qu'il n'y a pas de problème dans ce dossier. Vous comprenez? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans ce dossier des lampadaires. Il n'y a pas de problème en fait. Si vous connaissez la matière, si vous êtes un peu plus lucide, vous suivez les dossiers tels que l'investisseur avait répondu, Samba Batieli, vous allez comprendre qu'il n'y a pas en fait de problème sur le dossier lampadaire. Là, c'est ce que moi j'ai pu suivre. Mais sur les dossiers de forage, je n'ai pas tous les éléments. Mais dans les principes, je me dis que ce n'est pas au ministre des Finances d'analyser les coûts du quoi. Et si même il a fait, parce que j'ai appris qu'il aurait fait une lettre où il avait demandé qu'on puisse revoir. Mais un dossier qui a avis de non-objection, la Direction générale des marchés publics, qui a
l'avis de non-objection, au niveau de quoi l'ARMP est saisi normalement. S'il faut taper sur la table, s'il faut cogner quelqu'un, c'est la direction générale du marché public. Ce n'est pas le ministre qui décaisse. Parce que pour décaisser, il faudrait avoir les avis des non-objections. Est-ce que votre marché avait suivi la procédure normale? Est-ce que vous avez obtenu les avis des non-objections? Est-ce que... Normalement, il aurait même dû débourser comme ça sans exiger même qu'on puisse réviser le coût. Mais on reste en termes de mindset. Donc là, on peut charger la direction de passation des marchés publics. Comment ils passent de marché aux étrangers? Est-ce que vous pensez qu'au niveau du développement, on doit structurer au niveau de loi l'entrepreneuriat congolais? Bon, je pense que la loi sur l'entrepreneuriat est venue et elle souffre juste de mesures d'application. Et dans les jours qui viennent, je crois que les mesures d'application seront disponibles de manière à ce que les avantages et les opportunités qu'accorde cette loi au travers le chef de l'État pourront voir le jour. Ça, j'en suis convaincu. Très bien, on reste toujours dans l'entrepreneuriat, nous tendons vers la fin, directeur général. Merci de nous avoir fixé pour ce dossier de lampadaire. Beaucoup de personnes n'avaient pas assez d'éléments, mais j'aimerais qu'on reste vraiment dans notre secteur de l'entrepreneuriat. Le FSPEJ existe depuis un certain temps, nous sommes avec vous également. J'aimerais connaître les taux de conversion de des jeunes qui étaient novices dans le secteur entrepreneurial, qui sont devenus entrepreneurs après vos formations. Et puis j'aimerais connaître combien de personnes, combien de jeunes ont-ils trouvé de l'emploi au travers de vos différents passages, puisque je rappelle ici que vous avez lancé des grandes formations sur les business plans, comment élaborer un business plan. Vous avez influencé un grand nombre de jeunes. Vous avez lancé aussi une série de formations sur l'élaboration d'un CV professionnel. Vous l'avez fait à l'UPC dans plusieurs universités. J'aimerais savoir, est-ce que c'était après ça, vous êtes parti, il n'y a pas eu de suivi pour ces étudiants, pour ces jeunes entrepreneurs, les taux de conversion pour les novices qui sont devenus entrepreneurs après vos formations, et puis les taux de jeunes qui ont trouvé de l'emploi après vos différentes formations, puisque c'est ça votre mission. Et je vais dire une chose, nous n'avons pas pu terminer la planification telle que nous l'avons voulu. Et faute de moyens, nous n'avons pas pu terminer ce que nous avons prévu. Alors, il est difficile à ce jour de donner le taux. Le taux peut être donné 3 ans plus tard. 3 ans plus tard? Oui, 3 ans plus tard ou 2 ans plus tard. Nous, on manque de moyens. L'État aussi, vous manquez de moyens. On va se fier à qui? Non. Et c'est pourquoi j'aime être technicien. Écoutez, lorsqu'on met sur pied un établissement public, il ne faudrait pas oublier même les contextes congolais. Nous ne sommes pas en France, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous ne sommes pas en Allemagne, où lorsque on met sur pied un établissement public, on a au préalable prévu le budget pour son fonctionnement. Non. J'ai reçu un établissement public avec 13 pages. 13 pages, sans bureau, sans rien. Et lorsque vous n'avez que 13 pages pour mettre sur pied un établissement public dans le contexte congolais, il faut être génie pour pouvoir le rendre opérationnel. Nous avons eu le bureau, nous sommes à notre 2e siège, nous avons mis sur pied tout ce qu'il fallait, locaux, cachets, tout, les instruments de gestion, nous avons les manuels de procédures qui sont en cours, lesquels nous sommes en train de finaliser avec le CPCC, le Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Nous avons mis en place des logiciels de gestion au niveau de nos établissements et de nos bureaux. Il faudrait finaliser avec, comment on appelle ça? Il faudrait finaliser avec les instruments de gestion et les manuels de procédure dans le côté financement, le côté formation, tout ça. Normalement, la première année d'un établissement public, c'est pour asseoir tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement, normalement. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas seulement ce qu'on a fait. Autant nous sommes en train de nous asseoir, autant nous étions en train d'aller vers les jeunes pour changer les choses. On ne pouvait pas attendre. Il y en a plusieurs déjà, il suffit que nous puissions lancer. J'ai voulu faire cet appel-là 2 ans après. De manière à ce que nous avons des groupes WhatsApp, nous avons des groupes
de travail, nous allons faire appel à tous ces jeunes-là et chacun nous dira ce qu'il est devenu. Mais je suis convaincu qu'il y a avancé parce que j'ai des témoignages. Je suis convaincu que hier, ceux qui travaillaient sans business plan ont eu des notions au travers du business plan qu'on a. J'en reçois des témoignages. Je suis convaincu, il suffit de voir l'engouement, les jeunes qui suivent nos allocutions, qui suivent nos conseils, comment ils se transforment du jour au lendemain. Je prends rendez-vous avec vous dans une année encore, parce qu'une année est déjà passée. Encore? Je vous reviendrai avec les Pour statistiques. répondre à la question. Non, je vous reviendrai avec les statistiques. Des précisions. Les statistiques, parce que vous avez ce que vous demandez, ce sont des statistiques. Je vous rappelle que dans notre pays, il n'y a pas de statistiques des entrepreneurs. Je vous rappelle que dans notre pays, il n'y a pas de statistiques pour savoir normalement. Mais quel est le travail du ministère de l'Entrepreneuriat? Non, ici je suis le fonds spécial pour à peu près. Ici je suis le fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Je ne questionne pas une autre structure. Ici je réponds à ce que nous faisons. Nous sommes en train de mettre sur pied. Il y a l'identification, soit les recensements des jeunes entrepreneurs qui va se faire. Nous sommes en train de le faire avec une banque de la place. Donc, ça, c'est à votre manière, l'identification des jeunes entrepreneurs. Nous avons la mission d'encadrer les jeunes entrepreneurs. Quand vous avez la mission d'encadrer, vous avez la mission de les dénombrer. Il n'y a pas, c'est pas, faudrait pas dire que vous le faites à votre manière. Non, c'est notre mission aussi. Ah, ok. Lorsque vous encadrez, comment vous allez encadrer des gens que vous n'avez pas dénombrés? Comment vous allez encadrer des gens que vous n'avez pas à catégoriser en termes de secteur? Vous devez savoir, il y en a combien dans l'agro-transformation, il y en a combien dans les services, il y en a combien dans le NTIC, il y en a combien dans le côté culturel et art. Et c'est ça, c'est quoi de plus normal que de pouvoir identifier, recenser, parce que vous ne pouvez pas encadrer les gens que vous n'avez pas dénombrés. C'est un peu ça. Très bien, magnifique, mais je crains seulement que ça entre dans les missions du ministère de l'Entrepreneuriat et tout ce qui va avec. Je crains seulement ça, parce que vous êtes dans le ministère de la jeunesse. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas aussi dans le ministère de l'Entrepreneuriat. Bon, nous travaillons en collaboration avec le ministère de l'Entrepreneuriat. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y avait la signature d'un protocole d'accord avec l'Égypte, initié par le secrétariat général du ministère de l'Entrepreneuriat, et ça s'est bien déroulé. Oui, alors vous formez, le FSPEJ forme, l'ANADEC aussi forme, notamment déjà vers la fin. C'est quoi la différence? Parce qu'à peu près tout le monde forme maintenant. L'ANADEC est pour la capacitation, vous c'est pour la capacitation. C'est quoi exactement votre différence? J'invite souvent tout le monde de pouvoir se recentrer sur ce texte. Si tout le monde se recentre sur le texte, je ne pense pas qu'il y aura ambiguïté. Oui, l'ANADEC est de manière globale. De manière globale, l'ANADEC s'occupe du développement de l'entrepreneuriat au Congo de manière globale. Et le FSPEJ s'occupe des jeunes seulement. Seulement. Et en s'occupant de jeunes, c'est ce qui fait en sorte que je vous dise que le vrai problème, il est moral. Il faut changer le moral. C'est ainsi que nous sommes là avec les jeunes pour pouvoir changer leur façon de voir, pour que lorsque tu es à l'université, tu ne penses pas que quand tu vas terminer, tu commences à rédiger des lettres. Non. Quand tu es à l'université, pense déjà comment tu feras quand tu termines avec une entreprise que tu peux créer avec un ami ou pas. Parce que je vous ai répété que s'il y a un message que j'aimerais que les gens retiennent ce soir, c'est que sans le moral, nous ne pourrons pas développer le secteur entrepreneurial. Sans le mindset. Oui, sans le moral. On ne peut pas développer. Non, même si on mettait des millions. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette réflexion, s'il vous plaît? Applaudissez pour cette réflexion. On va écrire ça partout sur TikTok, Twitter. Sans le mindset, on ne pourra pas développer l'entrepreneuriat. Tout dépend de la mentalité. Tout. Monsieur Arnold, vous conviendrez avec moi que les Congolais n'arrivent pas à travailler entre eux pour monter une entreprise. Mais c'est le mindset. Je suis à Dubaï, je finis de faire un achat, je sors de quoi? Du magasin, je m'en vais ailleurs, on me dit c'est la pause. Mais quand je reviens dans le même magasin, il n'y a personne. Le magasin n'est pas fermé. Le magasin n'est pas fermé.
Le magasin est ouvert, mais il n'y a personne à l'intérieur. Je dis, mais comment ils ont laissé le magasin comme ça? Il dit, non, on ne va pas voler. Vous comprenez? La dette. Nous sommes en fait le frein de notre propre développement dans notre pays. Et nous devons en prendre conscience. Si nous prenons conscience de ce que nous sommes auteurs de la destruction de notre pays, directement, en fait, si tu ne reconnais pas tes limites, si tu ne reconnais pas tes défauts, si tu ne reconnais pas ce que tu fais, tu n'auras pas de remèdes palliatifs pour pouvoir voir comment remédier à cela. Pour pouvoir remédier à cela, magnifique comme réflexion. Vous allez regarder votre caméra, directeur général. Je rappelle ici que nous avons reçu le directeur général du FSPET, M. Joseph Mbouyi. On va chuter avec vous, mais puisque vous êtes les mentors de plusieurs jeunes, nous on vous ressent en qualité de coach aussi, pas seulement mandataire. Alors, on aimerait que vous nous parliez de la persévérance. Nous qui sommes entrepreneurs, certains entrepreneurs aussi aux États-Unis, en France, ici à Kinshasa, dans les provinces, nous aimerons que vous nous parliez de la persévérance. Un entrepreneur qui veut abandonner parce qu'il est fatigué de la RDC ou parce qu'il est fatigué de là où il est, parlez-nous en quelques mots de la persévérance. La mentalité, comment vous concevez la persévérance pour un entrepreneur? Ajoutez-nous de carburant comme coach et puis on va chuter avec ça. La persévérance, la résilience est un caractère très important qui doit revêtir un entrepreneur. Un entrepreneur qui n'est pas résilient, un entrepreneur qui n'a pas de persévérance, je ne sais pas vraiment s'il est entrepreneur. Un entrepreneur persévère parce que de sa persévérance naît une force. De sa persévérance naît les bénéfices. De la persévérance naît la connaissance. De la persévérance naît le résultat. De la persévérance naît l'expérience. Magnifique. Donc, la persévérance, elle est très capitale pour développer son entreprise. En fait, j'ai dit, il ne faut peut-être pas avoir la peur d'échouer. Une personne qui va de l'avant, qui essaye et qui échoue, ne reviendra pas par le même chemin parce qu'il en a déjà eu des notions. Et ça entre dans le cadre de la persévérance. Celui qui persévère aujourd'hui, persévère demain, persévère le lendemain, c'est celui qui se sent plus fier de la victoire qu'il va obtenir. Donc, c'est un peu ça. L'entrepreneuriat est un monde de persévérance. Parce que lorsque vous prenez votre capital, vous l'investissez avec beaucoup de patience, vous dépensez, vous payez les agents, vous payez, et par moment, au niveau du solde, vous n'avez rien. Vous avez tiré la leçon. Demain, le lendemain, lorsque vous êtes en train de rééditer l'exercice, vous allez faire le meilleur possible pour que, après avoir tout fait, vous puissiez avoir les résultats. Et le lendemain, écoutez, beaucoup d'entrepreneurs réussissent après l'expérience. Beaucoup réussissent après l'expérience. Leur première fois n'a jamais été la meilleure. Leur deuxième fois aussi, quelquefois. Mais leur troisième fois, ils commencent à réussir. C'est vrai que tout le monde n'est pas appelé à passer par le même chemin. Certains essayent une fois et ça va. Mais attention, ceux qui essayent une fois et ça va, je vais vous donner une vérité. Les personnes qui essayent une fois et ça marche, quand la chute arrive, ils ont de la peine à se relever. Mais les personnes qui essayent, ils échouent. Ils essayent, ils échouent. Ils essayent, ils échouent. Lorsqu'ils montent, ils ont du mal à redescendre. Parce qu'ils en ont tiré déjà des leçons. Alors il faudrait persévérer, persévérer encore. Du moment où vous avez déjà l'idée d'entreprendre, sachez qu'il faudrait développer votre capacité de persévérance. Du moment où vous avez l'idée de créer une entreprise, sachez qu'il faudrait développer vos capacités en résilience. Du moment où vous avez l'idée de développer votre entreprise, sachez que vous ferez face, ça je l'ai toujours dit, à des employés qui ne vous seront pas toujours dociles. Vous ferez face à des situations qui ne seront pas toujours au rendez-vous. Et lorsque vous faites face aux situations qui ne sont pas souvent au rendez-vous, vous devez avoir le moral pour supporter et pour voir comment, quelquefois, reculer pour mieux sauter.
Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Non, formidable. Je dirais que ça, c'était une révélation pour nous, les entrepreneurs, sur la persévérance. Mesdames et messieurs, ça, c'était une très très belle émission. Je dirais comme un coach, Raphaël Djiné m'a dit un jour, il dit, c'est lui qui court parce qu'il a vu un lion est différent de celui qui court parce que le lion l'a vu. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Celui qui court parce qu'il a vu un lion court différemment de celui qui court parce que le lion l'a vu. Alors j'ai aimé ces mots, ça m'a donné encore beaucoup de motivation. Vous êtes jeune, vous avez moins de 35 ans, il existe désormais un fonds spécial pour vous, conçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et son mandataire, son DG est présent avec nous. Est-ce qu'il y a un numéro de contact pour les jeunes qui nous suivent en direct maintenant? Ils peuvent vous contacter comment, rapidement? Non, ils peuvent aller sur la page Facebook. Ils saisissent fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. Ils vont trouver. Rapidement, ensuite, votre programme, oui. Pour les activités, votre non, programme. Les activités, nous sommes disponibles. Nous ne prévoyons pas d'avance comment nous allons descendre d'ici et là. Mais nous sommes ouverts à toute organisation de jeunes qui veulent nous saisir pour voir comment est-ce que nous pouvons travailler et voir comment est-ce que nous pouvons les accompagner en termes de capacitation. Nous sommes ouverts, nous planifions dans toute la République. Nous allons planifier, voir comment est-ce que nous allons aller travailler ensemble avec eux pour qu'ils aient une valeur ajoutée à ce qu'ils sont. Pour qu'ils aient une valeur ajoutée, je rappelle ici, mesdames, messieurs, nous avons reçu pour vous le directeur général du FSPEJ, monsieur Joseph Mouy, à qui on dit un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons passé 50 minutes de bonheur avec vous. Un grand merci. Coupez les moments qui vous ont intéressé. Partagez ça sur TikTok, sur Twitter et tout ce qui va avec. Vous devez être les changements que vous désirez voir dans ces mondes. Mahatma Gandhi, mesdames, messieurs, c'était à la présentation. Armand de Tienne. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Merci.